Imagine que tu découvres une ville antique sans même avoir à quitter le confort de ta maison. En 1963, c'est exactement ce qu'a fait un homme dans la province de Nevşehir, en Turquie. Alors qu'il était en train de rénover sa maison, il a abattu un mur dans son sous-sol et a découvert une pièce mystérieuse. Il a continué à creuser et a vu un tunnel. C'est ainsi que la ville souterraine de Derinkuyu a été mise au jour. Derinkuyu est l'une des cités souterraines les plus profondes de Cappadoce et de toute la Turquie. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie compte 8 étages et les habitants avaient accès à des caves, des entrepôts, des chapelles, une école, une salle d'études et bien d'autres structures. Tous les étages sont connectés par un vaste réseau de tunnels. On pense que cette ville souterraine a été construite pour servir d'abri, puisqu'il est impossible de distinguer la construction de l'extérieur. Sa profondeur est d'environ 85 mètres et le complexe était suffisamment grand pour abriter environ 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leurs réserves de nourriture. Il y a également un puits d'aération long de plus de 50 mètres. Les gens l'utilisaient à la fois pour la ventilation et comme source d'eau potable. Le puits fournissait ainsi de l'eau aux villageois de la surface et à ceux qui se cachaient dans la ville souterraine. Il est intéressant de noter que les habitants des niveaux inférieurs pouvaient couper l'accès à l'eau des niveaux supérieurs ainsi que de la surface. L'eau était ainsi préservée de tout risque d'empoisonnement. L'endroit a été conçu comme une véritable place forte. Les tunnels pouvaient être bloqués de l'intérieur par d'énormes portes roulantes de pierre et les passages étaient extrêmement étroits. Les envahisseurs potentiels devaient donc pénétrer dans les tunnels un par un. On dirait qu'ils avaient pensé à tout au 7e siècle avant notre ère. Les archéologues pensent que ce sont les Phrygiens qui ont construit les premiers étages. Après eux, la structure a été mise à profit et encore améliorée à l'époque romaine. C'est à ce moment que les chapelles ont été ajoutées. L'âge d'or de Derinkuyu se situe cependant durant l'ère byzantine. Mais comment ces gens ont-ils réussi à créer de pareils tunnels ? La roche dans laquelle ils ont été creusés n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait d'une roche volcanique remarquablement tendre. Elle est apparue des suites d'un processus géologique qui avait commencé il y a des millions d'années. Les éruptions volcaniques ont alors recouvert la région d'une épaisse couche de cendres, et ces cendres se sont ensuite agglomérées pour former cette roche tendre. Lorsque les forces naturelles du vent et de l'eau ont érodé les parties les plus friables, seuls les éléments durs sont restés. Fait amusant, les cheminées de fées sont également constituées de roches volcaniques tendres aux formes complexes. Mais celles-ci se sont formées naturellement, sans aucune intervention humaine. Nous sommes toujours en Turquie, mais cette fois, notre destination est Çanakkale, où un mythe a pris vie. Pendant 3000 ans, on a cru que l'Iliade d'Homère n'était que pure fiction et que Troie n'avait jamais existé. En 1863, tout a changé. Frank Calvert, un Britannique expatrié, a découvert des ruines antiques dans l'ouest de la Turquie. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ancienne ville de Troie. Heinrich Schliemann, quant à lui, a étudié la région en 1868. C'est alors que Troie est revenue à la lumière après tous ces siècles. Troie présente des strates complexes. Au fil des ans, 9 cités antiques ont été érigées les unes sur les autres. Selon les historiens, la région occupait une position stratégique entre l'Europe et l'Asie, ce qui lui a permis de devenir un centre commercial et culturel prospère. Cette position clé a rendu Troie attrayante tout au long de l'histoire. Après le conflit troyen, cependant, la ville a été abandonnée entre 1100 et 700 avant notre ère. Des colons grecs ont ensuite redécouvert la région et Alexandre le Grand y a régné pendant un temps. Les Romains ont ensuite pris la ville. Et en parlant de son histoire, la première chose que l'on voit en visitant le site est une réplique du cheval de Troie, faite de bois, provenant du film tourné en 2004. Notre prochain arrêt est la ville de Lothal. Dans les années 1950, Lothal et plusieurs autres sites arapéens ont été retrouvés en Inde. Ces provinces ont repoussé les limites connues de la civilisation de la vallée de l'Indus. Lothal était une partie importante de la civilisation arapéenne. Elle possédait de vastes champs de coton et de riz. De plus, il s'y trouvait une manufacture de bijoux perlés, fabriqués à partir de pierres semi-précieuses comme l'agate. Beaucoup de ces perles ont été retrouvées plus tard en Mésopotamie, ce qui prouve que Lothal était un port commercial prospère. Les archéologues pensent que la ville faisait partie d'une ancienne route commerciale. Des traces d'agriculture? Oui. Des traces de commerce? Absolument. Et quoi d'autre?
des vestiges de bâtiments résidentiels, de rues, de trottoirs et d'égouts. Un véritable plan d'aménagement et un exemple frappant des débuts de l'urbanisme. La ville était fort bien conçue et il s'y trouvait même des maisons complexes. Certaines d'entre elles comptaient jusqu'à 6 pièces, des salles de bain, une grande cour et même une véranda. L'Otal possédait également le plus ancien port connu au monde. Il reliait la ville au fleuve Sabarmati et à sa route commerciale. L'ancienne cité maya de Calakmul est située dans le sud du Mexique, dans la forêt tropicale des Tierras Bajas. Du 6e au 9e siècle, Calakmul comptait plus de 50 000 habitants. Il y avait là une place centrale entourée de faubourgs extérieurs. Et si l'on additionne les habitants de cette périphérie et ceux qui vivaient au centre, Calakmul comptait pas moins d'1,5 million d'habitants. Cette ville aura été habitable pendant près de 12 siècles. On pense que ce lieu comptait plus de constructions que tous les autres sites mayas retrouvés dans la région. Ce n'est qu'après l'an 1000 de notre ère que la civilisation maya s'est effondrée. Ainsi, le peuplement qui était autrefois le centre névralgique de la Mésoamérique a été presque complètement abandonné. L'ancienne cité se trouvait au cœur de la seconde plus grande forêt tropicale d'Amérique. Et le site est bien préservé, si bien qu'aujourd'hui, si tu le visitais, tu n'aurais aucun mal à te représenter la vie des anciens Mayas. Les vestiges de la ville comprennent des complexes architecturaux et des monuments sculptés, des systèmes défensifs, des carrières, des réseaux de distribution de l'eau, des terrasses destinées à l'agriculture, des pyramides massives, ainsi que des palais, sans oublier une variété d'ornements et d'objets divers. Cela prouve que des sociétés complexes, organisées en États, vivaient dans cette forêt tropicale. Les Mayas rendaient souvent hommage à la nature dans leurs fresques, leurs poteries, leurs sculptures, leurs rituels et même leur alimentation. Passons maintenant à un endroit que les gens ne croyaient même pas exister. La cité de Tonis Héracléon n'apparaît que dans quelques inscriptions et textes anciens. Il s'avère qu'elle attendait d'être découverte depuis des milliers d'années. Les scientifiques ont fouillé la majeure partie de la côte égyptienne, c'est alors que l'archéologue Franck Gaudiot et son équipe ont détecté un visage colossal qui les regardait depuis le fond marin. La cité antique d'Héracléon a été découverte complètement submergée à 6 km des côtes d'Alexandrie. Dans les ruines de la cité perdue se trouvaient 64 navires, 700 ancres et un monceau de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les vestiges du temple, flanqués d'une statue de 5 mètres de haut, sont les découvertes les plus importantes de cette expédition. Il y a longtemps, la cité organisait des cérémonies et des fêtes dans le temple d'Amon. Les ruines et les objets retrouvés sont faits de granit et de diorite et sont donc restés en bon état, même après avoir été au contact de l'eau pendant des siècles. Ils donnent un aperçu de ce qu'était la vie il y a 2300 ans, dans l'un des plus importants ports commerciaux au monde. La ville disposait d'un réseau de canaux. On peut la comparer à une sorte de Venise de l'Égypte ancienne. Et ces canaux reliaient de nombreux ports et points d'ancrage. Des tours, des temples, des maisons et d'autres structures étaient également connectés par des ponts. Tonis Héracléon était le principal comptoir du pays pour le commerce et la collecte d'impôts. Personne ne sait vraiment comment la ville s'est retrouvée submergée, mais les archéologues l'attribuent à des causes naturelles. À la fin du IIe siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une inondation, Héracléon a été recouverte d'eau. C'est alors qu'Alexandrie, la ville fondée par Alexandre le Grand, est devenue plus glorieuse qu'Héracléon. Avant la renommée de celle-ci, Héracléon était le principal port d'entrée en Égypte. Ainsi, après la catastrophe, de nombreux navires faisant cap sur Héracléon ont dû changer d'itinéraire pour se diriger vers Alexandrie. Héracléon a alors sombré dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1933. Mesa Verde est un parc national américain situé dans le Colorado. Ce parc représente la plus grande réserve archéologique des États-Unis, avec plus de 5000 sites, dont 600 habitations à flanc de falaise. Mesa Verde signifie « la table verte » en espagnol. Elle doit ce nom à la forme des montagnes de la région, avec leurs sommets plats et leurs flancs abrupts. Le parc est un site archéologique de l'ancien peuple des Anasazi. À partir de 7500 avant notre ère, un groupe de paléo-indiens nomades a vécu de façon saisonnière à Mesa Verde. Ils étaient chasseurs, cueilleurs et cultivateurs, et ce sont eux qui ont construit les premiers pueblos de la région. À la fin du XIIe siècle, les habitants de Mesa Verde ont commencé à construire des habitations massives à même la falaise, qui sont aujourd'hui les structures les plus connues du parc.
La cité perdue de l'Atlantide a peut-être enfin été retrouvée. 2 chercheurs travaillaient au large des côtes de Cuba lorsqu'ils ont découvert les ruines de ce qui ressemblait à une ancienne ville submergée. Cela s'est passé il y a environ 20 ans, et pourtant, personne n'en parle plus aujourd'hui. C'est comme si les autorités avaient pris cette information, l'avaient enfermée dans un sous-sol top secret, et avaient décidé que personne n'en saurait jamais davantage. Mais pourquoi? Eh bien, je vais vous le raconter. En 2001, Paulina Zelitsky, une ingénieure maritime, et son mari, Paul Weinsweig, ont été engagés pour explorer les eaux situées au large de la côte occidentale de Cuba. Ils avaient 2 objectifs principaux. Rechercher de vieilles épaves de navires pouvant éventuellement dissimuler des trésors comme de l'or et des bijoux, et localiser des gisements précieux de pétrole et de gaz naturel sous les profondeurs de la mer. Ils utilisaient un sonar. En gros, il s'agit d'un radar qui fonctionne avec le son. Il envoie des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes touchent quelque chose, comme un navire coulé, elles rebondissent. Ce dispositif peut déterminer où se trouve l'objet et à quelle distance, simplement en se basant sur l'écho. Ainsi, le couple explorait le fond marin avec cet instrument, à plus de 600-150 mètres sous la surface. Et puis, soudainement, ils sont tombés sur quelque chose de bien plus intéressant que de l'or ou du pétrole. Ils ont trouvé des pierres. Pas n'importe quelle pierre. Je parle de pierres énormes, parfaitement arrangées, un peu comme une version miniature de la pyramide de Chichen Itza, ou encore mieux, comme un ensemble de petites pyramides mayas submergées. Voilà ce qu'ils ont vu, ou du moins ce qu'ils pensent avoir vu. Le truc, c'est qu'un sonar ne fonctionne pas comme une caméra. Il n'enregistre pas de vidéo, ni ne prend de vraies photos sous l'eau. Ce qu'il fait, c'est créer des images à partir du son. Et ces images ne sont généralement que des contours ou des formes. Un peu comme une esquisse floue et en noir et blanc. Il vous montre où se trouvent les objets, mais pas exactement à quoi ils ressemblent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce couple. L'instrument s'est mis à produire des images de structures en pierre parfaitement ordonnées. Et ça ressemblait vraiment à une espèce de construction urbaine. Je veux dire, le site était trop bien ordonné, trop symétrique pour n'être que des rochers réunis au hasard. Mais c'était trop beau pour être vrai. Cette découverte pourrait radicalement tout changer de ce que nous savons sur les civilisations anciennes du continent américain. Du coup, les scientifiques se sont dit qu'ils ne seraient pas responsables d'annoncer quoi que ce soit, sans trouver d'abord plus de preuves. Et c'est pourquoi ils ont décidé de retourner sur les lieux de la découverte. Cette fois, ils ont envoyé un véhicule sous-marin télécommandé pour réellement voir ce qui se trouvait sous la mer. Vous voyez? Ce robot était essentiellement un caméraman sous-marin. Et le robot a confirmé la découverte. Il y avait bien quelque chose d'étrange là-dessous. Le site ressemblait à une ancienne cité faite d'énormes blocs de granit lisse. Ces pierres mesuraient environ 2,5 mètres sur 3. Certaines étaient pyramidales, d'autres rondes. Certaines semblaient avoir été taillées puis empilées les unes sur les autres, tandis que d'autres paraissaient isolées. Ensemble, elles semblaient former des couloirs et des contours de pièces. C'était comme de découvrir de grands bâtiments au milieu d'un désert sous-marin. Ces images furent suffisantes pour que Zelitsky scelle l'accord. À l'époque, elle a confirmé que cette structure incroyable, selon ses propres mots, pourrait avoir été un grand centre urbain. Encore une fois, ce sont ses mots. Puis le couple a commencé à spéculer. Ils ont dit que ces structures avaient probablement été construites il y a plus de 6000 ans, ce qui les rendait plus anciennes que les grandes pyramides d'Égypte. C'est même plus ancien que les Mayas eux-mêmes. Vous savez, la civilisation qui vivait autrefois sur le continent américain et qui est célèbre pour ses temples sophistiqués. Les recherches ont suggéré que ces structures pouvaient appartenir à une civilisation qui avait vécu là il y a des milliers d'années et dont nous n'avions jamais entendu parler. Cette civilisation supposée avait prospéré sur un pont terrestre de 160 km reliant Cuba à la péninsule du Yucatan au Mexique. Mais un jour, quelque chose de catastrophique s'était produit. Selon leur théorie, les failles terrestres s'étaient déplacées sous la surface, provoquant un tremblement de terre immense. Puis, en un clin d'œil, l'ensemble du pont avait été détruit. La terre avait été engloutie par la mer et s'était retrouvée au fond de l'océan. Et cette civilisation avait disparu. Bien sûr, le lien a vite été fait avec le célèbre mythe de l'Atlantide, et tout ça a complètement captivé les médias. Les sites d'actualité ont à l'époque publié des titres tels que « La cité perdue des Caraïbes enfin découverte » et « L'Atlantide retrouvée à Cuba ». Alors, pouvait-il réellement s'agir de l'Atlantide? Je veux dire, avait-il trouvé les vestiges de cette civilisation supposément super avancée et disparue? Difficile à dire. Dès le début, une partie de la communauté scientifique n'a pas adhéré à cette histoire. Tout d'abord, il y a la question de la date. Affirmer que cette civilisation existait à cet endroit il y a au moins 6000 ans n'était tout simplement pas très crédible. Ensuite,
des archéologues européens ont soutenu que les pierres qu'ils avaient trouvées en utilisant leur sonar pouvaient être du calcaire naturel et non du granit parfaitement sculpté. Et troisièmement, c'était trop profond. Même avec cette théorie des failles terrestres qui s'ouvrent et engloutissent tout, il est difficile d'expliquer comment une ville entière a pu se retrouver enfouie si profondément dans l'océan. Prenez par exemple Héracléon, en Égypte, une véritable ville portuaire antique submergée. Aujourd'hui, elle se trouve à seulement 6 mètres sous l'eau, mais cette prétendue Atlantide est située à des profondeurs comprises entre 610 et 750 mètres. Vous voyez à quel point c'est différent, n'est-ce pas? Les scientifiques pensent qu'il aurait fallu environ 50 000 ans pour que de telles structures en pierre s'enfoncent jusqu'à une telle profondeur. Et, selon les experts, aucune civilisation connue datant de cette époque n'avait la capacité de construire de telles structures. Mais pour Zelitsky, oui, c'était possible. Elle croyait toujours à la théorie des failles pour expliquer comment ce site s'était retrouvé au fond de l'océan si rapidement. Les grands mouvements de plaques tectoniques de la Terre sont généralement suivis par des phénomènes tels que des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Donc, selon elle, un événement puissant était survenu, et l'affaissement de l'île se serait produit très rapidement. Cette théorie du tremblement de terre pourrait également expliquer pourquoi certains des mégalithes présents au fond de la mer semblent ordonnés, tandis que d'autres ne le sont pas. Mais pour réellement prouver tout ça, ils avaient besoin d'un robot spécialement conçu pour descendre une nouvelle fois et prélever des échantillons de roches et de sédiments. De cette manière, ils seraient en mesure de déterminer l'âge des pierres, et peut-être même de trouver des signes de vie humaine, tels que des gravures, des sculptures et des artefacts. Le problème est que percer ces structures n'est pas facile. Elles ressemblent à du granit, et forer du granit aussi profondément sous l'eau est extrêmement difficile. Mais surtout, ils avaient besoin d'argent pour le faire. De beaucoup d'argent. Peut-être n'ont-ils tout simplement jamais obtenu le financement nécessaire. Parce que même avec tout ce battage médiatique initial, on n'a jamais plus entendu parler d'exploration ou d'études sur le sujet. Et cet étrange silence a suscité beaucoup de spéculations. Certains se sont même demandé si l'histoire n'avait pas été intentionnellement étouffée, comme si les autorités avaient voulu enterrer cette découverte, comme si cette cité sous-marine avait été construite par une sorte d'être supérieur extraterrestre, et qu'on avait voulu nous le cacher. Mais à vrai dire, le meilleur argument selon lequel il s'agissait bien là d'une ville perdue, c'est que la nature n'aurait certainement pas pu construire quelque chose d'aussi symétrique. Les géologues ont essayé de trouver des explications naturelles, ou du moins des exemples similaires dans d'autres parties du monde, mais ils n'ont pas réussi. Toutefois, le simple fait que nous n'ayons pas trouvé d'explication ne signifie pas que l'hypothèse naturelle soit impossible. La nature peut créer des choses assez surprenantes et inattendues. Alors honnêtement, les arguments du type « c'est trop parfait pour être naturel » sont plutôt faibles. Ce qui s'est probablement passé, c'est que les experts n'étaient tout simplement pas convaincus qu'il s'agissait réellement d'une ville engloutie. Et c'est probablement la raison pour laquelle personne n'a accepté de financer la suite des recherches. Au fil du temps, l'engouement s'est estompé, l'histoire a disparu, et le site est retombé dans le silence. Et sans données supplémentaires, la véritable nature de ces formations sous-marines au large des côtes cubaines est restée un mystère. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles.
voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour, 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence
et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné, les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km. Le lac Michigan est reconnu comme l'un des plus vastes et énigmatiques lacs d'eau douce des États-Unis. Récemment, dans ses profondeurs, les scientifiques ont mis au jour une découverte inexpliquée. D'immenses cratères circulaires éparpillés au fond du lac. Tout a débuté en 2022, lorsqu'une équipe de chercheurs entreprit de cartographier le fond du lac Michigan et d'y rechercher des épaves. Ils s'attendaient à y trouver un paysage typique fait de rochers ou de bancs de sable. Cependant, ce qu'ils ont aperçu sur leur sonar les a laissés sans voix. Des structures circulaires si parfaites qu'elles semblaient presque défier les lois de la nature. Ces formations se trouvent à environ 150 mètres sous la surface, dans des zones où l'eau devient opaque et insondable. Elles sont impressionnantes par leur taille, mesurant entre 90 et 180 mètres de diamètre, avec une profondeur pouvant atteindre 12 mètres. Et il y en a des dizaines, disposées avec une régularité surprenante, évoquant d'étranges empreintes. Mais l'équipe demeure perplexe quant à leur origine. Puis, en août 2024, le mystère s'est encore épaissi. Grâce à un véhicule télécommandé, les chercheurs ont pu examiner ces structures de plus près. Ils ont ainsi recensé une quarantaine de ces formations, totalement inédites dans l'histoire des Grands Lacs. Quelle pourrait être l'origine de ces cratères? Serait-il possible qu'ils soient les traces d'un ancien événement géologique tombé dans l'oubli? Si tel est le cas, il est intriguant de constater qu'ils soient demeurés intacts, préservés des perturbations au fil du temps. Différentes hypothèses ont émergé. Parmi elles, la possibilité qu'il s'agisse de dolines, ces effondrements soudains de la surface terrestre qui laissent apparaître des cavités béantes. La roche située sous la surface, souvent constituée de calcaire, se dissout lentement sous l'effet de l'eau, ce qui génère des cavités souterraines. Lorsque la surface située au-dessus de ces cavités devient incapable de supporter son propre poids, elle finit par s'effondrer, formant ainsi un trou. Imaginez cela comme lorsque vous enfoncez une paille à travers l'opercule d'une boisson. Les dolines peuvent être des creux modestes ou des cavités gigantesques pouvant atteindre jusqu'à 600 mètres de diamètre. Elles peuvent se former peu à peu ou apparaître brusquement. Parfois, elles sont capables d'engloutir des voitures, voire des bâtiments entiers. Le lac Michigan repose sur un substrat rocheux, composé de calcaire, une roche qui s'érode facilement sous l'action de l'eau.
Ce phénomène a déjà été observé dans le lac Huron, où des dolines similaires ont été identifiées. Cependant, cette théorie présente certaines incohérences, pour ne pas dire des failles. Il est ainsi étonnant que toutes ces formations soient aussi imposantes. Et il est inhabituel, voire rare, que des dolines se forment dans le lit d'un lac. En outre, ces structures semblent s'organiser en un motif linéaire. Elles s'étendent principalement vers le sud, formant une ligne diffuse, ce qui est pour le moins curieux. Si ces formations sont réellement des dolines, elles semblent défier les règles de la géologie. Il pourrait également s'agir d'un processus nouveau et inhabituel, encore inconnu, qui se produirait sous la surface du lac. Mais une autre théorie pourrait expliquer ce mystère, celle des glaciers. Les glaciers, véritables fleuves de glace, ont couvert une grande partie de la Terre lors de la dernière ère glaciaire. Leur puissance est prodigieuse. Bien qu'ils avancent lentement, parfois de seulement quelques centimètres par jour, leur poids colossal leur permet de remodeler entièrement des paysages au fil des millénaires. En avançant, les glaciers broient et creusent les terrains situés sous eux, tels d'immenses bulldozers naturels. Leur masse, combinée à leur mouvement inexorable, érode tout sur son passage, qu'il s'agisse de roches, de sol ou même du substrat rocheux. Ce processus peut aboutir à la formation de profondes entailles dans la croûte terrestre, appelées vallées glaciaires. Durant l'âge de glace, de nombreux glaciers recouvraient le nord des États-Unis, y compris la région des Grands Lacs. S'ils ont traversé ce qui est aujourd'hui le lac Michigan, il est possible qu'ils aient creusé ces trous profonds. Les glaciers se déplacent généralement de manière relativement rectiligne. En avançant, ils érodent le terrain, mais l'intensité de l'érosion varie en fonction de la nature du substrat rocheux. Par exemple, les zones où la roche est plus tendre ou fracturée sont plus facilement sculptées et comprimées par le glacier, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains trous sont plus grands et profonds que d'autres, les substrats rocheux plus durs étant moins affectés. Cependant, cette érosion ne génère généralement que de larges dépressions en forme de croissant, et non de vastes cratères circulaires comme ceux observés dans le lac Michigan. Une fois les glaciers fondus, les grands lacs se sont formés. Si les cratères se sont effectivement le résultat de l'activité glaciaire, il est possible qu'ils aient été submergés, devenant ainsi partie intégrante du lac Michigan. Mais cette théorie reste spéculative et nécessite davantage de preuves. Il existe toutefois une autre dimension à ce mystère. Ces cratères ne sont pas seulement des formations intrigantes. Ils pourraient en réalité renfermer de précieux indices sur les premières formes de vie terrestre. Certaines parties du lac Michigan, notamment les zones sombres, présentent une faible teneur en oxygène. On pourrait les considérer comme une version édulcorée des environnements océaniques profonds, souvent caractérisés par une grande absence d'oxygène. Par exemple, les évents hydrothermaux des grands fonds, des ouvertures sous-marines dans la croûte terrestre, contenant de l'eau chaude et minéralisée, et où l'oxygène est souvent rare. Or, certains organismes prospèrent dans des milieux comme ceux-ci. Par exemple, les Mysidae, de minuscules créatures semblables à des crevettes vivant dans les eaux froides et profondes. Et, à l'image des opossums, elles possèdent une poche pour transporter leurs petits. Ou encore, les Cotoidea des profondeurs, de petits poissons sédentaires qui prospèrent également dans les lacs froids. Ces créatures sont parfaitement adaptées à la vie dans les eaux sombres et restent généralement proches du fond du lac. On compte aussi d'étranges organismes, tels que les moules quagga invasives, qui s'apparentent à des coquillages. Ce sont de petites moules d'eau douce qui se sont répandues jusque dans les grands lacs. Elles s'accrochent aux surfaces et peuvent causer des problèmes aux écosystèmes en concurrençant les espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. Tous ces organismes pourraient se trouver dans le lac Michigan, et même bien d'autres. Il pourrait se trouver des microbes ou même des bactéries spécialement adaptées à ces conditions extrêmes, tout comme c'était le cas dans le lac Huron. Il n'y a qu'un petit nombre de créatures capables de survivre profondément à l'intérieur de ces cratères, et leur étude pourrait nous offrir de précieux indices sur la manière dont la vie a prospéré dans les anciens océans, pauvres en oxygène. C'est précisément dans des environnements similaires que certaines des premières formes de vie se sont épanouies. La Terre primitive possédait une atmosphère contenant peu d'oxygène, mais était bien plus chaude, et d'anciens micro-organismes s'étaient adaptés à ces conditions. Les grands lacs, notamment le lac Michigan, ont toujours eu une réputation quelque peu fantomatique. Rien que cette mission qui avait été organisée pour étudier les épaves, il y en avait environ 6000 dans les grands lacs. De nombreuses épaves reposent encore sur les fonds lacustres, préservés par les eaux froides.
Et les naufrages ne sont pas les seuls phénomènes étranges liés au Grand Lac. Au fil des ans, nombre de disparitions sont restées inexpliquées. Des bateaux et même des avions volatilisés sans laisser de traces. Les lacs, souvent calmes en surface, peuvent soudain s'avérer dangereux avec des tempêtes imprévisibles et de grandes vagues, menant à ces nombreuses catastrophes. Sans même parler de toutes les choses effrayantes observées là-bas au fil des siècles, comme les lumières fantomatiques au-dessus de l'eau ou des phénomènes météorologiques étranges tels que des brumes inquiétantes qui semblent surgir de nulle part. En 2007, une structure préhistorique, ressemblant un peu à Stonehenge, a même été découverte dans le lac, bien qu'elle soit beaucoup plus petite. Il se trouvait à environ 12 mètres sous la surface, au cœur de la baie de Grand Traverse. On estime qu'il aurait près de 9000 ans, soit bien plus vieux que Stonehenge. Il semble être une empreinte de ceux qui ont vécu dans cette région il y a des millénaires. Ces pierres massives sont disposées selon un motif sinueux s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Elles varient en taille, allant de celle d'un ballon de basket à celle de voitures compactes. Cependant, l'une d'entre elles se distingue particulièrement. Un rocher mesurant entre 1,10 m et 1,20 m de hauteur pour 1,50 m de large, orné de l'image d'un mastodonte. Une créature qui parcourait la Terre il y a environ 11 000 ans avant de disparaître. Il est probable qu'il se soit enfoncé à cet endroit à la fin de la dernière ère glaciaire, mentionnée un peu plus tôt. Cette période a profondément remodelé la région. Tandis que cet emplacement est aujourd'hui submergé, il s'agissait à l'époque de terre ferme. Ces pierres semblent donc avoir été créées par les gens qui habitaient dans les lieux, bien que leur fonction reste incertaine. Marquait-elle un terrain de chasse? Ou bien s'agissait-il d'un ancien calendrier? Qui sait? À peine 15% du fond des grands lacs a été exploré. Aujourd'hui, les scientifiques s'apprêtent à mener des recherches beaucoup plus approfondies, tant sur le plan littéral que métaphorique. Ils souhaitent analyser le fond du lac qui entoure ces cratères, dans l'espoir que certains éléments présents dans leur environnement aient pu être à l'origine de leur formation. Ils mènent des initiatives telles que le Lakebed 2030, visant à cartographier l'ensemble du paysage sous-marin. Cela nous permettrait d'en apprendre énormément sur le lac Michigan et le passé de notre planète. Qui sait quels secrets ces eaux sombres pourraient encore nous révéler? Les êtres humains investissent beaucoup de temps et d'argent dans l'exploration de l'inconnu. D'abord l'espace, puis les fonds marins. Mais il nous reste une autre frontière à conquérir. Les scientifiques l'appellent la frontière profonde. Je veux parler de l'endroit le plus profond que nous ayons atteint en chemin vers le noyau terrestre. Dans les années 60, nous avons tenté de creuser le trou le plus profond jamais réalisé sur Terre. Cela nous a menés loin dans le cercle arctique. Ce qui porte aujourd'hui le nom de forage profond de Kola est également le point artificiel le plus bas de la planète, à 12 262 mètres de profondeur. Il a fallu 20 ans pour creuser aussi profondément dans la croûte terrestre, et les chercheurs estiment que nous n'avons atteint qu'environ un tiers de la distance qui nous sépare du manteau. Voici comment se présente notre planète. Si la Terre était comme un oignon, la croûte terrestre est comme la peau épaisse de cet oignon. Cette partie ne fait que 40 km d'épaisseur. Au-delà se trouve le manteau, profond de 2900 km. Et après ça, en plein centre de la Terre, nous avons le noyau, qui est composé de 2 couches, une couche interne et une couche externe. Savez-vous où se trouve la croûte la plus fine de la planète? Au fond de l'océan. Lorsque les scientifiques américains ont compris cela, ils ont commencé à forer des trous dans le plancher océanique. C'est ainsi qu'est né le projet Moholey. Il a débuté en 1961, mais la technologie dont nous disposions à l'époque pour forer de profonds trous dans l'océan était très rudimentaire. Il a fallu improviser. Ils ont installé un système de propulseurs sur les côtés de leur navire de forage afin de le stabiliser au-dessus du trou. Le principal défi consistait à forer le plus verticalement possible. Sinon, ce trou profond aurait ressemblé à un labyrinthe. Le projet du forage profond de Kola et le projet Moholey ont tous deux été officiellement abandonnés dans les années qui ont suivi. Cependant, l'être humain a construit des ouvrages souterrains relativement profonds. En 1963, un homme turc qui faisait des rénovations dans son sous-sol a découvert un tunnel. L'entrée de ce tunnel menait à d'autres passages qui formaient tout un réseau de salles et de chambres. Il ne le savait pas, mais il venait de découvrir Derinkuyu. Cette ville disparue mesurait près de 18 étages ou 61 mètres de profondeur. Elle était suffisamment grande pour accueillir 20 000 personnes et se trouvait tout simplement sous la Cappadoce, en Turquie. La Cappadoce abrite des centaines d'habitations souterraines.
40 de ces villes souterraines ont au moins 2 étages. Cependant, aucune n'est aussi grande que Derinkuyu. Il n'existe pas beaucoup de récits historiques sur les origines de Derinkuyu. Certains pensent que la partie la plus ancienne du complexe a été creusée vers 2000 avant J.C. par les Hittites. Les Hittites étaient une civilisation indo-européenne. Ils furent l'une des premières grandes civilisations de l'âge du bronze en Asie occidentale. Les chercheurs pensent qu'ils ont construit cette ville souterraine pour se protéger des invasions. D'autres pensent que ce sont en fait les chrétiens qui ont construit cette ville au cours des premiers siècles de notre ère. Selon eux, elle aurait été construite pour protéger les habitants des variations de température extrêmes, chaleur intense en été et froid glacial en hiver. D'un point de vue géologique, le terrain sous la Cappadoce est idéal pour la construction. Les roches sont tendres, ce qui facilite le forage de tunnels. Pour cette même raison, les grandes cavités souterraines sont fragiles. C'est pourquoi la plupart des salles sont soutenues par des piliers. Heureusement, aucun des sols de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. Les bâtisseurs de Derinkuyu avaient tout prévu. La ville était isolée du monde par d'énormes rochers qui dissimulaient son entrée. Elle était ventilée par plus de 15 000 puits d'aération d'environ 10 cm de large. Cela garantissait une ventilation suffisante dans les niveaux supérieurs, qui finirent par être utilisés comme pièces à vivre et chambres à coucher. Les niveaux inférieurs de cet impressionnant labyrinthe servaient principalement à l'entreposage. Mais à vrai dire, rien ne manquait. Une salle pour un pressoir à vin, pour les animaux domestiques, de petits édifices religieux. Ils n'ont certainement pas ménagé leurs efforts pour rendre cette ville souterraine aussi complète qu'une ville construite à la surface. En parlant d'ouvrages souterrains impressionnants, la Suisse possède le plus long tunnel du monde. Il se trouve dans le massif du Saint-Gothard. Ce tunnel d'une taille impressionnante a été construit à plus de 2440 mètres sous la surface. Voici à quoi ressemble le tunnel du Saint-Gothard. L'idée de sa construction fut avancée dès 1947. Mais les travaux ne commencèrent officiellement qu'en 1999. Il a fallu des années pour approuver le projet, puis trouver l'emplacement idéal. Malgré cela, les 73 types de roches différents qui composent le massif ont fait de cette construction un véritable défi. Certaines roches étaient aussi dures que du granit, d'autres aussi tendres que du grès. Il a donc fallu adopter différentes approches et utiliser différents équipements pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Au total, environ 28 millions de tonnes de roches ont dû être excavées pour permettre l'aménagement du tunnel. Un chantier à une telle profondeur souterraine a posé de nombreux défis. Plus les ouvriers s'enfoncèrent dans la montagne, plus la température augmentait. En l'absence de ventilation naturelle, la température pouvait grimper jusqu'à 46 degrés Celsius, rendant les conditions de travail très difficiles. Le tunnel s'étend sur 56 km d'un bout à l'autre. Pendant la construction, il a fallu utiliser 4 énormes tunneliers, également appelés taupes, pour percer le massif. Chacune de ces taupes mesurait environ 426 mètres de long. Mais c'était l'une des meilleures solutions, car ces machines limitent les perturbations du sol environnant et permettent d'obtenir des parois lisses. Saviez-vous que le sous-sol le plus profond du monde se trouve sous l'Opéra de Sydney, en Australie? Le bâtiment s'enfonce autant sous terre qu'il s'élève au-dessus du sol. Mais ce sous-sol ne sert pas uniquement de fondation à l'opéra. Il s'agit en fait d'un parking. Ce parking unique s'enfonce à 36 mètres sous terre, soit 12 étages de profondeur, alors que les parkings ne comptent généralement que 4 ou 5 étages. Mais ce n'est pas tout ce qui le rend unique. En effet, s'ils avaient décidé de construire un parking rectangulaire classique, ils auraient perdu une multitude de places de stationnement. Comme ils souhaitaient optimiser l'espace disponible, ils ont dû imaginer une structure exceptionnelle. Tout d'abord, ils ont creusé une caverne artificielle pour rendre ce rêve possible. Ensuite, ils ont dû concevoir un plan. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un sous-sol en forme de beignet, ou ce que les ingénieurs appellent une double hélice. Cette conception a surpris la communauté des ingénieurs par son approche innovante. Cependant, cela a fonctionné. Aujourd'hui, il y a de la place pour plus d'1 millier de voitures, ce qui semble tout à fait approprié pour un opéra. Étonnons-nous encore une fois. Il faut jusqu'à 1 heure pour atteindre certaines structures souterraines. Prenons l'exemple de la mine d'or de Mponeng, en Afrique du Sud,
située à environ 4 km sous la surface. Vous vous dites, sans doute, il ne s'agit que de 4 petits kilomètres, pourquoi faut-il 1 heure pour y arriver? Mais les conditions y sont extrêmement difficiles. Pourtant, Milan Ludena, un coureur équatorien, a réussi à courir un semi-marathon dans ces conditions, malgré une température de 40 degrés Celsius, un taux d'humidité de 80% et une pression atmosphérique de 1,4. C'est la pression que l'on ressent à 5 mètres sous la mer. Incroyable. Vous serez surpris de découvrir les incroyables trouvailles qu'une simple exploration sur Google Maps peut permettre. C'est le cas de cet individu qui, en observant un cratère inhabituel, pourrait bien avoir réalisé une avancée scientifique majeure. En 2024, le Canadien Joël Lapointe prévoyait une randonnée dans sa région natale. Il a ouvert Google Earth et s'est intéressé à la région de la côte nord du Québec. C'est alors qu'il a remarqué une structure insolite, parfaitement arrondie. La dimension de cette structure était impressionnante, environ 15 km d'un point à l'autre, avec un lac adjacent. Il n'a pas tardé à faire une capture d'écran et à envoyer l'image à un géophysicien français pour obtenir un avis éclairé. La plupart du temps, ce type d'image s'avère sans intérêt. Parfois, ce sont même de simples artefacts de Google Earth. Pourtant, il fut surpris en découvrant la réponse du scientifique. Selon le géophysicien, la topographie suggérait que Lapointe venait peut-être de mettre au jour la zone d'impact d'une météorite. Les points d'impact sont particulièrement difficiles à identifier. Présents depuis des millions d'années, leur forme a souvent été profondément altérée par l'érosion. Ces zones, désignées par les scientifiques comme des structures d'impact, sont en général circulaires ou en forme de cratères et sont constituées de roches mères déformées par l'impact d'une météorite. Le problème est le suivant, les parois immenses formées autour de ces cratères peuvent facilement être confondues avec des chaînes de montagnes, ce qui a déconcerté le baroudeur canadien. Cependant, le géophysicien qui a étudié ce cas lui a redonné de l'espoir. Cette formation particulière au Québec avait été classée comme un type de formation volcanique. Or, après que Lapointe a remis ce sujet sur le devant de la scène, les scientifiques ont dû approfondir leurs recherches pour parvenir à la vérité. Jusqu'à cette récente découverte, on n'imaginait pas d'autre cause que les volcans pour expliquer la particularité de la région. Cela est en fait courant, car d'autres phénomènes comme le volcanisme ou les dolines peuvent facilement être confondus avec des cratères d'impact. Afin de vérifier, les chercheurs ont collecté des échantillons du site, une méthode plus fiable pour déterminer si une météorite y a effectivement frappé. Lorsqu'une météorite frappe la Terre, elle apporte avec elle des minéraux uniques provenant de l'espace. C'est ce qui rend les cratères d'impact si fascinants. Ils révèlent un lien direct entre notre planète et l'univers qui l'entoure. À ce jour, les scientifiques ont catalogué la majorité des minéraux présents sur notre planète. Dans la recherche de structures d'impact, ils recherchent habituellement des minéraux comme la tahénite et la kamacite, qui ne se trouvent que dans les météores. Le plus grand cratère d'impact connu au monde est celui du dôme de Vredefort, en Afrique du Sud, formé il y a environ 4 milliards d'années. L'astéroïde à l'origine de ce cratère est considéré comme l'un des plus imposants à avoir jamais frappé la Terre. Lorsque des chercheurs canadiens ont reçu les relevés effectués sur place, ils ont confirmé la présence de zircon, un minéral souvent associé aux zones d'impact. Bien qu'il soit impossible de garantir que Lapointe ait véritablement découvert un cratère d'impact, les chercheurs organisent une mission de recherche dans la région pour en avoir le cœur net. Si cela s'avérait exact, ce serait une découverte d'importance majeure, la dernière ayant eu lieu en 2013. Une autre découverte captivante nous vient d'un adolescent de 15 ans. William Gadouri, lui aussi canadien, nourrissait une passion inexplicable pour la recherche de cités mayas oubliées. Contrairement à l'histoire précédente, William avait une démarche méthodique et un objectif précis. Il avait lu de nombreux ouvrages sur cette civilisation et était persuadé que les Mayas avaient érigé leur ville en fonction des étoiles. Il a donc ouvert un livre et cartographié toutes les cités déjà mises au jour. C'est alors qu'il fit une observation capitale. Dans la péninsule mexicaine du Yucatan, les archéologues avaient promptement découvert 2 cités mayas. Pourtant, la carte des constellations montrait 3 étoiles. Il se demanda si cela ne signifiait pas qu'une 3e ville, encore inconnue, pouvait se trouver à proximité. William Gadouri est aujourd'hui reconnu comme un prodige scientifique et a même reçu un prix pour sa théorie des constellations. Lorsqu'il s'aperçut qu'une ville semblait manquer dans la 23e constellation étudiée, il entreprit des recherches sur Google Earth, en espérant trouver des images satellites pour résoudre ce mystère.
Les progrès des technologies satellitaires avaient déjà apporté un nouvel éclairage sur des cités mayas depuis longtemps oubliées, telles que Tikal, située au cœur de la jungle guatémaltèque et considérée comme la capitale de l'ancien empire maya. Plein d'espoir, Gadouri contacta donc un ami qui travaillait au sein de l'agence spatiale canadienne pour éprouver sa découverte. Fort de ses précédentes distinctions, il bénéficiait de relations haut placées. Et c'est alors que les choses prirent un tournant inattendu. Les images révélaient une vaste zone carrée, située à la frontière entre le Mexique et le Belize, ressemblant aux vestiges d'une ancienne cité. William a soumis ces images à un spécialiste en télédétection. Ensemble, ils les ont examinées en détail et en ont conclu que la zone pourrait abriter une trentaine de bâtiments, ainsi qu'une grande pyramide. Gadouri a baptisé cette nouvelle cité la Bouche de Feu. Toutefois, sa théorie a suscité de vives critiques au sein de la communauté archéologique, où de nombreux experts en civilisation maya se sont employés à invalider ces découvertes. Selon les spécialistes, les théories basées sur les constellations manquent de rigueur scientifique. Des anthropologues et astronomes réputés ont qualifié la démarche de Gadouri de simple exercice d'imagination créative. Pourtant, qu'un adolescent de 15 ans ait pratiquement mis au jour une cité maya perdue demeure un fait remarquable, vous en conviendrez. Quant à ces petits points visibles sur les images de Google Earth, il s'agit de curieux cercles tachetés découverts en plein désert algérien. Un YouTuber, en naviguant sur Google Earth, les a repérés et a constaté que leur origine était sujette à controverse depuis plusieurs années. Il a d'abord pensé à une anomalie des images satellites. Ces cercles, au nombre de plusieurs dizaines, s'étendent sur des kilomètres en ligne droite. Éloignés de toute ville, route ou activité humaine, leur présence soulève la question de savoir s'ils sont d'origine humaine ou naturelle. Pour résoudre ce mystère, le YouTuber a interrogé les responsables des photographies de Google Earth. Il a appris qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une anomalie. Ces cercles existent bel et bien et apparaissent sur des clichés pris à plusieurs années d'intervalle. Au départ, il a considéré que ces cercles pouvaient être liés à une activité pétrolière. Étant donné la richesse de l'Algérie en hydrocarbures, cette hypothèse paraissait logique. Les entreprises procèdent souvent à des relevés sismiques pour déterminer si une zone est exploitable, en envoyant des ondes de choc dans le sol afin d'analyser la façon dont elles se répercutent, révélant ainsi ce qui se trouve sous la surface. Toutefois, une autre explication restait possible. Le Sahara étant une région extrêmement aride, avec des températures moyennes estivales dépassant les 40 degrés, les populations locales doivent s'adapter pour accéder à l'eau. Il a donc émis une seconde hypothèse. Ces cercles pourraient être les vestiges d'anciens puits. Cependant, après avoir consulté un spécialiste, il a découvert que cela ne pouvait pas être le cas. On peut observer certaines de ces constructions traditionnelles dans d'autres zones sur Google Earth, mais leur apparence diffère grandement des mystérieux cercles en question. Décidé à élucider le mystère, il s'est rendu en Algérie, parcourant 160 km dans le désert. Une fois sur place, il découvre un vaste cratère creusé dans le sable, entouré de 12 petites trous. Cette disposition lui évoquait une sorte d'ancêtre de nos horloges modernes. Il a aussi repéré quelque chose d'invisible sur Google Earth, de fins fils métalliques. En creusant dans le sable avec son équipe, il a découvert de la vieille dynamite, ainsi que des boîtes de sardines. Apparemment, elles détenaient la clé du mystère. Les cercles du Sahara, comme ils sont désormais connus, n'étaient pas des vestiges d'anciens relevés sismiques, puisque cette technologie n'existait pas à l'époque où ils furent réalisés. Cependant, ils étaient bel et bien liés à l'exploration pétrolière. Les trous de dynamite servaient autrefois de méthode de prospection, tandis que ces boîtes de sardines témoignaient du passage des ouvriers. Et voilà, encore un mystère de Google Earth résolu. Imagine une ville fantôme, des bâtiments abandonnés couverts de graffitis, des carcasses de voitures rouillées, des routes au goudron fissuré. Et maintenant, ajoute à ça une épaisse couche de fumée noire qui sort du sol. Et le sol lui-même est chaud au toucher. Bienvenue à Centralia, en Pennsylvanie. C'était un endroit animé dans les années 1800 et jusque dans les années 1960. Ces riches mines de charbon ont attiré beaucoup de gens pour y travailler et y vivre. Mais en 1962, l'une de ces mines a accidentellement pris feu et un incendie a commencé à se propager sous terre. Le charbon est un combustible à combustion lente. Donc, les citoyens ont continué à vivre paisiblement pendant presque 2 autres décennies, jusqu'à ce que l'incendie commence à ronger la ville par le dessous. L'un des pires accidents a eu lieu lorsqu'un trou béant est apparu de nulle part dans le jardin d'une maison à Centralia.
Heureusement, personne n'a été blessé, mais après cela, les gens ont commencé à partir. Au cours des 30 années suivantes, presque tout le monde a déménagé. En 2020, 5 personnes y vivaient encore. Mais à part cette poignée d'irréductibles, Centralia est bel et bien une ville fantôme. Les bâtiments abandonnés qui s'écroulent et les routes fissurées n'en sont qu'une petite partie. L'élément le plus inquiétant de cet endroit est la fumée qui s'échappe du sol par les fissures. L'incendie souterrain fait toujours rage, réchauffant la surface et détruisant lentement les restes de la ville. D'ailleurs, c'est ce qui a inspiré la célèbre ville fictive de Silent Hill. On estime que le brasier durera encore 250 ans, et d'ici là, il n'y aura plus que des terrains vagues brûlés dans la région. Si tu as peur des insectes, alors l'endroit suivant est probablement ton pire cauchemar. Les grottes de Gomantong en Malaisie pourraient être l'un des endroits les plus pittoresques du monde, s'il n'y avait pas leurs habitants. Tout d'abord, il y a les chauves-souris. Plus de 2 millions de ces animaux vivent dans les vastes étendues des grottes. Elles sont facilement effrayées, mais ce n'est pas forcément une bonne idée de leur faire peur. Imagine des millions d'horreurs ailées volant vers toi en panique. Deuxièmement, il y a des cafards. Et si le nombre de chauves-souris est plus ou moins déterminé, les cafards qui grouillent sur les sols et les murs des grottes sont impossibles à compter. Ils sont si nombreux que tu ne pourras pas faire un seul pas sans qu'une douzaine de ces bestioles ne rampent le long de tes jambes. Enfin, si tu réussis à ne pas crier à cause des cafards et à ne pas réveiller les hordes de chauves-souris, tu seras peut-être récompensé par d'autres merveilleux habitants des grottes. Il s'agit notamment de serpents, de scorpions et de mille-pattes géants venimeux. Charmant. Malgré tout, les grottes sont ouvertes au public et beaucoup de gens visitent cet endroit. Au milieu de nulle part, dans les terres désolées du désert du Karakoum en Asie centrale, il y a un grand trou dans le sol qui brûle pour toujours. On l'appelle le cratère de gaz de Darvaza, et c'est une véritable fosse, large et profonde, qui brûle depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Les habitants l'appellent la porte des enfers, et la vue est effectivement effrayante. Il n'y a aucun moyen d'éteindre les flammes, et les scientifiques pensent que le cratère continuera à brûler pendant des siècles. La fosse est apparue en 1971 lorsqu'un groupe d'ingénieurs a fait des repérages dans la région et pensait être tombé sur un gisement de pétrole. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une poche de gaz naturelle, et lorsque la plateforme de forage a commencé à travailler sur le site, le sol s'est effondré. Les ingénieurs ont eu peur que le gaz toxique ne mette en danger les villes voisines. Alors, ils ont pensé qu'il valait mieux y mettre le feu et le laisser se consumer en quelques semaines. Mais comme on peut le constater, le brasier est toujours aussi puissant. Le cratère est depuis devenu une attraction touristique populaire. Toutefois, il représente toujours un certain danger. Alors, des efforts sont faits pour éteindre définitivement les portes du monde souterrain. Imagine que tu vois un serpent incroyablement venimeux juste à côté de ton pied. Déjà assez terrifiant, n'est-ce pas? Maintenant, multiplie cette expérience par 2000. Et peu importe où tu essayes de courir, il y a des serpents tout autour de toi. Bienvenue sur l'île aux serpents, dont le nom ne pourrait pas mieux la décrire. L'île est située non loin de la côte du Brésil et abrite des milliers de vipères, Jararaca iloa, ou trigonocéphales insulaires. Il y a environ 11 000 ans, le niveau de la mer a augmenté et a séparé l'île du continent, et beaucoup de ces vipères se sont retrouvées piégées sur l'île. Leurs cousines du continent sont également venimeuses, mais pas autant. La variété insulaire a dû évoluer pour survivre, et elle l'a fait de façon particulière. Comme il n'y a pas beaucoup d'animaux terrestres à chasser pour les vipères, elles se sont adaptées en chassant plutôt les oiseaux. Et pour que leur venin soit efficace, il fallait qu'il soit instantané. Ces vipères dorées ont donc développé un venin qui est 5 fois plus puissant que la variété ordinaire. Cela leur a permis de prospérer et il y a maintenant 1 à 5 vipères par mètre carré sur l'île. L'île est considérée comme si dangereuse que le Brésil en a interdit tous les visiteurs, au cas où quelqu'un serait assez fou pour s'y rendre. Perdu dans les bois la nuit, tu tombes soudain sur une silhouette humaine. Soulagé, tu touches son épaule pour demander ton chemin. Mais elle est dure comme de la pierre et couverte de mousse. Puis, tu regardes le visage de la personne et ta bouche s'entr'ouvre d'horreur. Cette chose est tout sauf humaine. Un conseil judicieux serait de ne pas te promener dans le sud-est de la Finlande la nuit si tu ne veux pas vivre une expérience cauchemardesque. C'est là qu'un sculpteur finlandais renommé a créé un sinistre jardin de sculptures derrière sa propre maison. La collection principale consiste en 200 figures humaines dans diverses poses de yoga. Mais en te promenant, tu peux tomber sur des œuvres d'apparence plus sinistres. Par exemple, une figure cagoulée avec les bras tendus en avant et des trous noirs profonds à la place des yeux. Pour ajouter à cet aspect effrayant, de vraies dents humaines se trouvent dans la bouche de certaines statues.
Le sculpteur est un ermite qui ne voulait pas quitter sa maison. Et quand on lui a demandé de prêter certaines de ses sculptures à des musées, il a répondu qu'il devait leur demander la permission d'abord. Il semble qu'elles aient refusé. Ces statues sinistres sont déjà assez effrayantes. Mais que dire de leurs copines, les poupées? Si tu te trouves un jour au Japon et que tu veux avoir la chair de poule, ne manque pas de visiter Nagoro. C'est un tout petit village situé dans le sud du pays. En passant devant ses maisons et ses cours, tu verras des villageois assis sur leur porche ou s'occupant de leur jardin. Rien de spécial. Jusqu'à ce que tu réalises qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne le feront jamais. Parce que ce sont des poupées grandeur nature. L'une des résidentes locales est retournée dans sa ville natale en 2002 et a entrepris de fabriquer des épouvantails empaillés dans les jardins et les champs. Mais cela a évolué d'une activité pratique à une sorte de travail de mémoire. Chaque fois qu'un de ses voisins quittait le village ou mourait, elle fabriquait une poupée grandeur nature à son effigie. Elle les faisait comme elle se souvenait d'eux, donc toutes ces poupées font ce que des personnes normales feraient. Elles sont assises, debout, couchées sur le sol, et il y a même des classes entières de poupées dans l'école locale. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est que la population humaine de Nagoro compte moins de 30 personnes, et que les épouvantails sont plus nombreux que les habitants vivants, à raison de 10 contre 1. Il y a plus de 350 poupées dans le village aujourd'hui. Du souvenir de leur créatrice, il y avait environ 300 personnes vivant à Nagoro quand elle était enfant. Et maintenant, depuis 20 ans, elle leur rend hommage à tous. Environ 3000 visiteurs viennent à Nagoro chaque année, et beaucoup d'entre eux reviennent également les années suivantes. Le village est assez difficile à atteindre, car il est situé sur l'une des îles les moins fréquentées du Japon, et la gare la plus proche est à 1 heure de route. Mais cela n'arrête pas les touristes qui veulent voir de leurs propres yeux ces épouvantails merveilleusement effrayants. Il y a 1000 ans, près de l'actuel St. Louis, dans le Missouri, se trouvait une ville animée et dynamique appelée Cahokia. C'était une ville amérindienne, la plus grande et la plus influente de la culture mississippienne. À son apogée vers 1050 avant notre ère, Cahokia abritait jusqu'à 30 000 personnes, ce qui en faisait une ville plus grande que Paris à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que Cahokia n'avait pas de grand marché. Habituellement, le commerce était le pilier de toute grande ville, et pourtant celle-ci suscite l'intérêt des archéologues. C'est parce que Cahokia ne se consacrait pas au commerce. C'était une question de culture, de communauté et de fêtes. Les habitants y organisaient d'immenses fêtes qui duraient plusieurs jours. La caractéristique la plus grandiose de la ville était sa place de 50 acres, entourée de pyramides de terre impressionnantes. Cet espace immense pouvait accueillir plus de 10 000 personnes. Imaginez-les toutes réunies là-bas pour des festivités, dansant, buvant des cafés et des thés, festoyant de viande de cerf et pariant sur des sports. Les événements étaient extrêmement animés. Les Cahokiens portaient des costumes impressionnants, coiffaient leurs cheveux de manière intéressante et décoraient leur corps de tatouages. Les athlètes jouaient à un jeu appelé Chunky, où ils lançaient des lances sur un disque de pierre roulant, en compétition pour s'en approcher le plus possible. Le rugissement de la foule emplissait l'air, et les artistes démontraient leur talent. Ces célébrations étaient aussi sauvages qu'elles ont laissé des traces dans l'histoire. Après la fin des fêtes, les Cahokiens nettoyaient en jetant les restes dans des fosses. Les archéologues ont découvert ces fosses à déchets et elles étaient remplies de restes alimentaires et de poteries. Une seule fosse contenait les restes de 2000 cerfs, et cela provenant d'un seul événement. Ils ont également trouvé des traces de hou diopon, une plante caféinée qui était échangée depuis des centaines de kilomètres. Cela montre à quel point les Cahokiens mettaient du soin et de la réflexion dans leurs célébrations. Aimeriez-vous vivre dans une ville comme celle-ci? Mais outre les plaisirs et les jeux, Cahokia était aussi profondément complexe et spirituel. La ville était construite sur un paysage qui mêlait terres sèches et zones marécageuses. Beaucoup de gens croyaient que cela symbolisait la connexion entre le monde des vivants et celui des morts. Les habitants de Cahokia voyaient leur ville comme un pont entre ces deux royaumes. Ils ont construit des monticules de terre, à la fois pour des cérémonies et des rituels, et comme support de construction. Ces monticules s'élevaient des zones marécageuses. Pendant ce temps, les gens s'installaient dans les endroits plus secs.
Des chemins surélevés reliaient ces quartiers, créant un lien physique entre la vie et la mort. N'est-ce pas triste que certaines métropoles anciennes, qui rivalisaient en taille avec les villes modernes, aient simplement disparu? L'histoire de Cahokia s'est terminée en silence vers 1350 de notre ère, lorsque la ville a été abandonnée. Tout cela à cause de changements environnementaux et climatiques, d'inondations et d'autres problèmes. Mais l'influence de Cahokia était si grande qu'elle s'est étendue à des endroits éloignés. Certaines de leurs traditions, comme le Chunke et le Teyaupon, ont survécu dans les communautés autochtones jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Cahokia est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est pas la seule mégalopole que nous avons perdue. Il y a environ 5000 ans, les habitants de la vallée de l'Indus ont construit certaines des premières villes du monde. Mohenjo-Daro était une ancienne ville située dans l'actuel Pakistan. La ville a été construite vers 2500 avant notre ère, et à cette époque, elle était un centre florissant de la civilisation de l'Indus. Bien sûr, elle était bien plus petite que les villes modernes, mais elle était assez grande pour l'époque, environ 40 000 habitants. Il semble que les habitants étaient des gens extrêmement stricts et disciplinés. La planification et l'organisation de la ville étaient incroyables. Elle était aménagée selon un schéma en grille. Les rues et les bâtiments importants étaient alignés selon l'axe nord-sud, probablement pour correspondre au mouvement du soleil et de la lune. Ils ont également construit l'un des systèmes les plus avancés de gestion de l'eau et des déchets de leur époque. La ville comptait environ 700 puits. Presque chaque maison avait son propre puits. La plupart des habitations avaient également des salles de bain privées, avec des systèmes de drainage et même des égouts souterrains. Cela montre à quel point ces personnes étaient compétentes pour rester propres. Et avec toute cette discipline, il semble qu'il n'y ait pas eu de roi, reine ou même de gouvernement central. Ils pouvaient encore avoir une certaine autorité, comme des élites locales ou des responsables élus, mais pas une monarchie stricte classique ni une religion. Au lieu de cela, les gens là-bas se soucièrent de la simplicité et de l'ordre. Ils se géraient eux-mêmes en ayant des méthodes standardisées pour faire les choses, depuis la fabrication des outils et de la poterie jusqu'à la façon dont ils commerçaient. C'est pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres villes, Mohenjo-Daro n'avait pas de grands palais, temples ou monuments. À la place, ils avaient des zones publiques appelées citadelles. Les gens se réunissaient dans les citadelles pour des rituels, des réunions et le stockage de céréales. Et il semble que ce mode de vie ait parfaitement fonctionné. Les scientifiques ont trouvé des seaux et des poids, ce qui signifie que l'économie était bien régulée. Les archéologues ont découvert des artefacts complexes tels que l'ivoire, le lapis-lazuli, les perles de cornaline et les bijoux en or. Une autre découverte célèbre est la petite statue en bronze, connue sous le nom de danseuse, qui a été découverte en 1926. Mohenjo-Daro n'était pas du tout pauvre. Et ils ont également réalisé des bâtiments impressionnants. Rester propre était manifestement bien plus important pour eux que des démonstrations de richesse ou de pouvoir. Ainsi, ils ont créé le Grand Bain, l'une des structures les plus célèbres de la ville. C'est une grande piscine étanche, construite avec des briques cuites, perchée sur un monticule de terre, ressemblant presque à un lieu religieux, le plus proche qu'ils avaient d'un temple. Pendant ce temps, la ville elle-même a été construite sur une série de monticules. Ils ont grandi au fil des siècles, à mesure que les gens ajoutèrent de nouvelles maisons et structures. Pourquoi la ville est-elle tombée? Personne ne le sait vraiment. Il y a quelque chose de mystérieux à propos des sculptures que les archéologues ont découvertes. Beaucoup d'entre elles semblent avoir été intentionnellement brisées. Cela signifie que les habitants ultérieurs de la ville, peut-être des envahisseurs ou autres, les ont détruites pour une raison quelconque. Certains scientifiques pensent pas que le fleuve Indus a peut-être changé de cours, perturbant ainsi l'agriculture et le commerce. Mais il n'y a aucune preuve d'une inondation ou d'un quelconque grand événement de ce genre. Il semble simplement qu'avec le temps, l'ensemble de la civilisation de l'Indus s'est peu à peu estompé. Vers 1900 avant notre ère, la culture avait évolué et n'avait pas laissé grand-chose derrière elle. Laissez-moi vous parler de l'ancienne ville de Kos, qui rime avec Klo, située là où se trouve aujourd'hui la ville moderne de Kos en Grèce. Imaginez arriver par la mer, et la première chose qui vous frappe est la grandeur immense de son agora,
Cette vaste place publique construite avec des pierres de différentes couleurs, agencée sur des terrasses qui s'élèvent au-dessus de vous. C'était l'une des plus grandes du monde antique, et elle faisait forte impression sur quiconque approchait de la ville. Cet endroit a une riche histoire remontant à environ 223 avant notre ère. Il y a longtemps, les habitants locaux se sont rassemblés de différentes parties de l'île pour former une nouvelle ville dans le nord-est. Des gens y ont vécu depuis l'âge du bronze, et avec le temps, elle est devenue un centre d'une importance capitale pour la culture et le commerce. Et pas étonnant, puisqu'il se trouve juste à côté d'un port naturel. Le port était abrité par 2 brise-lames, et les gens y ont construit certains des sites religieux les plus importants, y compris les sanctuaires d'Aphrodite et d'Héraclès. Kos n'était pas seulement belle, cependant, elle avait un design brillant. Toute la ville était disposée en une grille ordonnée, avec des rues se croisant à des angles droits parfaits, ressemblant littéralement presque à une ville moderne. Grâce à cela, se déplacer était super facile, et les blocs, ou insulae, étaient assez grands pour contenir plusieurs grandes maisons. Kos est restée largement inchangée jusqu'au 6e siècle de notre ère. Au fil du temps, elle a commencé à rétrécir progressivement, confinée à l'intérieur des murs de ce qui est maintenant le quartier de Kora. Palmyre était une ancienne ville construite autour d'une belle oasis à un moment donné au cours du 3e millénaire avant notre ère. Initialement connue sous le nom de Tadmor, cette ville a prospéré en tant qu'étape majeure sur la route de la soie, reliant le Proche-Orient à l'Asie. C'était un centre florissant de commerce et de culture. Ils avaient un marché, des bâtiments d'assemblée, des portes grandioses. En d'autres termes, cet endroit foisonnait de vie. La ville est passée entre de nombreuses mains au cours de son histoire. Des Byzantins aux califats arabes. C'est probablement pour cela qu'elle possédait une architecture impressionnante. Un mélange intéressant d'influences gréco-romaines, perses et arabes. Le temple de Bel, la grande colonnade et un théâtre de style romain. Mais comme tous les autres, il s'est détérioré avec le temps. L'importance de Palmyre a diminué, et au début des années 1400, elle avait été largement détruite. Mais au moins, ces ruines sont restées. À présent, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien le bonjour. Que diriez-vous de découvrir quelques artefacts cool et insolites du passé? Eh bien, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler des miroirs magiques chinois? Ces miroirs étaient faits de bronze massif et ils avaient 2 faces. L'avant était une surface polie brillante, similaire à nos miroirs typiques. C'était l'arrière qui faisait la magie. Lorsqu'une lumière vive frappait le miroir, on avait l'impression qu'il était transparent, et le dessin au dos de celui-ci était projeté sur le mur. L'arrière pouvait avoir différents motifs en fonction de ce que son créateur voulait représenter. Étant donné que le miroir était fait de bronze, personne ne s'attendait à ce que cette illusion d'optique se produise. Ces anciens artefacts remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ils sont devenus populaires en Chine et ont été produits en grand nombre à l'époque. Finalement, leur renommée s'est estompée. Pendant des siècles, la magie de ces miroirs a déconcerté à la fois le public et les érudits. Au XIe siècle, le savant chinois Shen Kuo a décidé d'étudier ces miroirs. Par chance, il en avait 3. Il a été surpris par la capacité du métal à se comporter comme s'il était transparent. Il pensait que certaines techniques de trempe avaient créé des rides à la surface du miroir pour le rendre translucide. Pourtant, ces rides étaient imperceptibles à l'œil humain. Il s'avère qu'il avait raison. De nombreux chercheurs ont essayé de percer le secret des miroirs ouverts au fil des siècles, mais tous sont restés bredouilles. Finalement, en 1932, un certain William Bragg a découvert que Shen Kuo avait vu juste depuis le début au sujet de ces rides de surface imperceptibles. De temps à autre, les gens ouvrent plusieurs onglets dans leur navigateur et arrivent à un point où il n'y a plus de place pour en ouvrir un nouveau. Apparemment, cela se produisait aussi bien avant l'invention des ordinateurs et d'Internet. Voici le navigateur du XVIe siècle. Il s'agit d'une rousse à livres grandeur nature. C'est une sorte d'étagère de bibliothèque rotative, faite sur mesure. Gregory Haworth, un médiéviste et spécialiste des sciences textuelles, affirme que cet outil avait un système d'engrenage épicycloïdaux. Cela signifie que la roue à livres avait un principe de fonctionnement semblable à celui d'un système planétaire, à savoir que un engrenage tourne autour d'un autre.
Les rayons du mécanisme conservent une inclination constante de 45 degrés qui retient les livres en toute sécurité pendant que la grande roue tourne. Auparavant, les gens utilisaient cet outil pour rédiger des encyclopédies et pour recopier des œuvres classiques. Dans ce genre de travail, une personne doit avoir de nombreux livres ouverts en même temps afin de pouvoir consulter facilement des informations provenant de différentes sources. L'ingénieur italien Agostino Ramelli aurait été l'inventeur de cette machine de la Renaissance. Et si je vous disais que des pêcheurs d'éponges en Grèce ont accidentellement retrouvé un ordinateur antique? Ils ont extrait cet artefact d'une épave près de l'île d'Anticythère en 1901. Les scientifiques l'ont baptisé le mécanisme d'Anticythère et le considèrent comme le plus ancien ordinateur mécanique jamais découvert. La machine ressemble à un morceau de bronze, mais elle présente une sorte de mécanisme composé de roues et d'engrenages. Les experts ont donc d'abord supposé qu'il s'agissait d'un outil d'astronomie. Toutefois, grâce à la radiographie, ils ont découvert que l'instrument était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. L'artefact était destiné à calculer les positions astronomiques, à suivre le cycle de 4 ans des Olympiades, et bien d'autres choses. Il contenait une boîte avec des cadrans sur l'extérieur ainsi qu'un assemblage de roues dentées. On ignore toujours qui a bien pu construire un instrument doté d'un tel niveau de complexité il y a stocké et pourquoi cette technologie a été perdue. Après avoir constaté à quel point l'appareil était sophistiqué, les chercheurs ont bien dû accepter que leur perception de l'ingénierie grecque antique était erronée. Le professeur Michael Edmonds de l'université de Cardiff admet que, sur la base des connaissances liées à leur disposition, ce mécanisme ne devrait même pas exister. Edmonds affirme que la machine est unique en son genre et que ses calculs astronomiques sont précis. Pour lui, le mécanisme d'Anticythère serait plus précieux que la Joconde. En 1929, des chercheurs travaillant au musée du palais de Topkapi, en Turquie, ont découvert une carte. Elle est devenue célèbre comme étant la plus ancienne carte à représenter les Amériques. Le capitaine Piri Reis a lui-même tracé cette carte détaillée sur une peau de gazelle en 1513. Il a illustré l'Europe, l'Afrique du Nord, la côte du Brésil et plusieurs îles, comme les Açores et les îles Canaries. Le plus excitant est qu'il a créé cette carte seulement 21 ans après que Colomb ait posé le pied sur le Nouveau Monde. Enfin, il était nouveau pour lui. Piri Reis était un cartographe et un amiral accompli à la tête de la flotte ottomane. Cependant, lorsqu'il a tracé cette carte, il ne s'est pas seulement appuyé sur sa propre expertise en matière de navigation. Il l'a créée en compilant et en faisant référence à 20 autres cartes régionales, comme la carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises et la carte des parties occidentales dessinée par Colomb. Oui, la partie qu'il a obtenue de Colomb a fait battre le cœur de nombreux historiens. Ce dernier l'avait tracée lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde et l'avait faite parvenir en Espagne en 1498. On suppose qu'elle a été perdue. Étonnamment, les historiens peuvent maintenant comprendre ce que Colomb avait relevé en regardant la carte de Piri Reis. Anecdote amusante. Il a également dessiné une autre carte du monde en 1528. Même si seul à peu près 1/6 de cette carte a subsisté, il est clair qu'elle décrit la partie nord-ouest de l'Atlantique, la région allant du Venezuela jusqu'à Terre-Neuve et la pointe sud du Groenland. La carte figurait également l'Antarctique des siècles avant sa découverte. Les historiens ont dû repenser la chronologie de l'histoire après avoir obtenu cette information sensationnelle, car Piri Reis avait décrit en détail la topographie de l'Antarctique sans ses glaces. Dans les années 1930, des ouvriers ont découvert des dizaines de sphères mégalithiques au Costa Rica. Localement, elles sont connues sous le nom de bola de piedra, littéralement les boules de pierre. Elles ont été fabriquées par une civilisation depuis longtemps oubliée. Ce qui est intéressant au sujet de ces sphères, c'est leur forme. Elles sont parfaitement rondes. Comment d'anciennes peuplades ont pu produire des formes aussi précises demeure un mystère. Les sphères sont de tailles différentes. Imaginez-en une petite, comme une balle de tennis. Puis placez-en une autre à côté, de 2 mètres de diamètre. Les sphères les plus grandes pesaient jusqu'à 16 tonnes. Les archéologues sont certains que ces boules sont d'origine humaine. Pourtant, leur fonction reste incertaine. Certains prétendent que ces sphères pourraient même représenter le système solaire ou pourraient en avoir été inspirées par les différentes phases du Soleil et de la Lune. D'autres avancent que la disposition des pierres ferait référence aux maisons des différents chefs de cette culture.
La plupart de ces sphères de pierre ont été sculptées à partir de granodiorite, une roche dure, similaire au granit. Les experts pensent que les anciens utilisaient des pierres plus petites, du même matériau comme outil pour façonner les sphères. Ils pensent également que les sculpteurs en ont probablement chauffé certaines parties avant de les refroidir rapidement. Cela aurait pu les aider à extraire les couches extérieures de ces roches. Notre objet suivant est ce qui semble être une ancienne pile électrique découverte en Irak en 1936. L'ensemble se compose d'un pot en céramique, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer. En haut, la tige de fer est isolée du cuivre par de l'asphalte. Et à la fois la tige et le cylindre rentrent dans l'ouverture du pot. Le cylindre en cuivre n'est pas étanche. Donc, si le pot était rempli d'un liquide, celui-ci baignerait également la tige de fer. Les archéologues se sont davantage concentrés sur la tige de fer oxydée, car le récipient aurait juste eu besoin d'être rempli d'une substance acide ou alcaline pour produire une charge électrique. Après avoir examiné cet étrange artefact, un archéologue autrichien du nom de Wilhelm König a émis l'hypothèse que l'instrument utilisait des réactions chimiques pour générer de l'électricité. C'est pourquoi on a comparé l'instrument à une batterie. Une ancienne civilisation aurait pu s'en servir pour une sorte d'électrothérapie. Cependant, aucun objet électrolytique de cette période n'était encore connu. Ainsi, l'hypothèse de König a été rejetée par de nombreux archéologues, mais personne n'a non plus été en mesure de la réfuter totalement. L'origine et la fonction de ce récipient restent vagues à ce jour. Vous voulez voir le plus ancien atelier d'art du monde? En 2011, des archéologues ont retrouvé des coquilles vieilles de 100 000 ans dans une grotte sud-africaine. Ces coquillages étaient utilisés pour fabriquer de la teinture. Un revêtement de poudre rouge vif à l'intérieur d'une paire de ces coquilles en est la preuve. Les archéologues affirment qu'ils ont découvert un kit complet utilisé pour produire un mélange pigmenté. Dans une autre partie de la grotte, plusieurs peintures étaient exposées avec de petites étiquettes de prix dessus, destinées à la vente. Non, je plaisante, bien que celle-ci rendrait vraiment bien au-dessus de mon canapé. Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max, chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez, car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara ? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique. Un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert.
mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal ? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque ? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens ? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines. Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi ? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes étaient nés si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre. Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi ? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon. On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversé. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques. Ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne.
Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies d'eau se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre.